Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci encore une fois d'être là, on l'apprécie. Vous êtes plusieurs à vous avoir abonné, à vous être abonné, c'est quoi? À vous être abonné. À vous être abonné sur YouTube, Facebook, sur Instagram. Merci pour ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez-y. On est sur toutes les plateformes. Il n'y a pas d'excuses. Et on est évidemment sur toutes les plateformes audio où vous aimez écouter, télécharger vos podcasts préférés. Salim est ici. Bonjour, ça va? Salut, comment ça va? Ça va bien. Je ris parce qu'aujourd'hui... mais il y a des affaires qui se passent qui sont pas très drôles, mais il y en a certains qui sont quand même drôles. Politiquement parlant, c'est drôle. C'est drôle, exact. La question moi, que j'ai pour toi, c'est... Tu sais, t'as été stratège pour des ministres, t'as été dans l'entourage, t'as été un conseiller pendant très longtemps, et pour plusieurs ministres d'ailleurs. D'après toi, est-ce que c'est intelligent, OK, pour un élu, qu'il soit au fédéral, provincial, municipal, qu'il soit élu au Canada, aux États-Unis ou n'importe où ailleurs dans le monde, est-ce que c'est intelligent de mettre ton siège en jeu avec une promesse? T'sais, si telle et telle chose n'arrive pas, moi, je démissionne. Est-ce que c'est intelligent? Bon, là, tu fais référence à Éric Kerr dans le cas du troisième lien. On va pouvoir en discuter en long, en large, en travers aujourd'hui. Mais je te dirais, a priori, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit la façon la plus appropriée de démontrer l'intérêt qu'on a pour une promesse ou pour un sujet. Il y a des gens qui ont fait toute leur carrière sur des sujets, et puis ça, je peux comprendre. Mais généralement, là, en fait, à ta question, si tu me dis, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, j'ai envie juste de te dire une chose. Je ne veux pas juger si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais si tu fais cette promesse, assure-toi que tu as la capacité et le courage de le faire. Okay. Dans le fond, tu dis qu'Éric Kerr n'est pas un gars intelligent. C'est pas ça qu'elle dit. C'est pas ça que je dis, mais disons que c'était politiquement pas très habile. Yeah. On va en parler un peu plus que les autres sujets aujourd'hui. Parce que quand même, le troisième lien, ça fait longtemps qu'on en parle. Et ça fait 2 élections de suite que M. Legault et la CAQ promettent le lien. Et non seulement ils promettent le lien, mais c'était une promesse forte de leur plateforme. C'était comme l'affaire centrale de leur plateforme. La première élection, je me rappelle, il y avait les garderies 4 ans, puis les maisons des aînés. Ouais. Mais la dernière élection, c'était quasiment centralisé sur le troisième lien. Je me rappelle, ils accusaient les électeurs de Montréal. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est your business qu'on fait à Québec. La chicane, c'était pogné Montréal-Québec à cause du troisième lien. C'était sa promesse. Il était convaincu qu'on va de l'avant. Finalement, aujourd'hui, c'est cela dont on va parler, il y a un recul du gouvernement. On n'avance plus avec le troisième lien qui était supposé d'être un tunnel autoroutier. Il y avait 2 tubes avec voiture puis tout le kit, là, 10 milliards de dollars environ, sans études, il faut le dire. On avait aucune étude, il n'y avait rien. Ouais, le 10 milliards avait été avancé un peu au hasard. Là, donc. Puis là, le projet devient un tunnel au lieu de 2, réservé strictement pour le transport en commun. Exact. Exactement. Yeah. Mais écoute, alors, tu as raison de mentionner, parce que ce projet-là est parmi les promesses phares de la Coalition Avenir Québec pour la grande région de Québec, donc tant la région de la capitale nationale, où il y a 11 circonscriptions, que Chaudière-Appalaches, là où on a Lévis, puis Bellechasse, puis Chaudière-Appalaches, Chute de la Chaudière, comme, etc., tous ces comtés de la rive sud de Québec. C'est sûr que c'était extrêmement important pour la CAQ. Et oui, ça a fait l'objet de promesses en 2018 de 1 milliard de dollars. Mais il y a un recul du gouvernement. On n'avance plus avec le troisième lien qui était supposé d'être un tunnel autoroutier. Et
de promesses encore toutes fraîches en 2022. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la première fois qu'on a entendu parler de ce projet-là pendant une campagne électorale, c'était même en 2014. Ça, c'était Pauline Marois qui était première ministre, qui avait déclenché les élections pensant pouvoir se faire élire majoritaire. Finalement, c'est les libéraux de Philippe Couillard qui l'avaient emporté. Et bien, à cette époque-là, déjà, alors que la CAQ essayait d'exister entre un PQ en difficulté au gouvernement et un PLQ qui était sur le point de revenir au pouvoir, la CAQ avait proposé, dans la région de Québec, non pas un tunnel, parce que c'était trop tôt à l'époque, mais l'engagement, c'était de mener des études, de financer des études sur un troisième lien, parce que Québec, c'était plus une petite ville, la grande région de Québec, c'était plus une région où on pouvait circuler sans trafic à Québec. Puis moi, je l'ai vécu en plus. J'ai déjà travaillé pour un ministre de la capitale nationale, et donc je peux te dire que les enjeux de transport à Québec, ils sont réels. Donc voilà, alors oui, c'était très, très important. Là, on ne va pas dire que le projet tombe à l'eau au complet, parce qu'un troisième lien, visiblement, il va y en avoir un. Mais clairement, c'est pas du tout le projet qu'espéraient les caquistes et ont vendu les caquistes depuis 2014. Et j'ai envie de te dire que les caquistes ont fait en sorte que ce projet de troisième lien devienne un enjeu extrêmement important. Mais maintenant, c'est eux qui ont le fardeau de dire il ne peut pas se réaliser comme on souhaitait. Ouais. Look, il y a plusieurs choses ici qu'il va falloir un peu analyser, parce que c'est pas juste un projet qu'on dit non, on recule. Moi, je le vois de plusieurs angles. Évidemment, il y a l'angle politique, stratégique, puis ensuite, il y a l'angle un peu plus éthique et moral. Puis je vais commencer avec lui parce que j'apprécie quand, comme gouvernement ou comme élu, tu as le courage de dire, regarde, on a eu tort, vaut mieux reculer au lieu de dépenser je ne sais pas trop combien de milliards de dollars quand on a des preuves qui peuvent peut-être dans le futur revenir contre nous. Okay? Donc, moi, je ne veux pas dire admiration, mais il y a un certain respect que j'accorde aux élus qui ont ce courage de dire, look, on a eu tort. Oui. Cette fois-ci, par contre, évidemment, c'est que c'est pas juste une orientation que tu avais comme gouvernement, c'était ta promesse centrale dans ta plateforme. Tu as élu je ne sais pas trop combien de personnes, surtout dans cette région-là. Je ne veux pas dire à cause de cette promesse-là, mais ça jouait pas mal favorable à la CAQ d'avoir cette promesse-là, de faire campagne avec. Bernard Drainville l'a fait, Martine Biron l'a fait, Guilbeault l'a fait. Tout le monde, comme tu as dit, dans toute cette grande région de Québec, ont fait campagne principalement sur cette affaire-là. Donc, de cet angle-là, je dis chapeau, bravo, OK, tu réalises, on recule. Mais là, il y a l'angle politique, OK? Et comme j'ai dit, c'est pas une orientation où tu as dit, garde, on va voir si c'est possible de faire ça, on va consulter, puis on va vous revenir, blablabla, whatever. Ça, c'est une promesse forte. Comment tu peux mettre une promesse électorale au centre de ta plateforme et de jurer que ça, c'est Éric Kerr là, qui a dit « Je vais démissionner si ça ne se produit pas », puis on va parler d'Éric Kerr parce que finalement, il n'a pas démissionné, mais comment tu fais pour mettre ça central dans ta campagne sans avoir des éléments concrets que c'est faisable et on a le feu vert? Ça, pour moi, c'est problématique. Ben, écoute, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Moi, je rajouterais aussi autre chose. C'est que la différence aussi entre 2014 où ils ont proposé des études, puis 2018 où ils proposaient de le faire, et 2022 où ils ont dit, bon, ben, on ne l'a pas encore fait, mais il va falloir que ça se fasse, c'est qu'avant, la CAQ n'était pas au pouvoir. Là, elle veut pas, ça fait
Mais non, c'est-à-dire qu'il 4 ans et demi qu'ils Non. sont là. Ben, il était au pouvoir en 2018. Oui, mais c'est ça. OK. Non, mais c'est-à-dire, 2018, ils arrivaient. Mhm. Donc, bon, à la limite, on peut dire que, bon, tu sais, t'arrives, qu'on le veuille ou non, ça prend un certain temps, etc. C'est Mais, correct, ça prend. Look, il y t'sais- avait 4 ans. On comprend que peut-être dans 4 ans, tu n'as pas le temps de tout faire, mais au moins des études, quelque chose, Ben, c'est ça. des éléments que Mais tu peux c'est- montrer aux gens que on a ça, c'est concret. Donc, cette campagne de 2022, on vous promet qu'on va. Ben, c'est procéder exactement mon point. Mon point, c'est que ils avaient le temps de se préparer, etc., puis d'arriver à une sorte de conclusion que ben, ce projet-là ne peut pas se faire sous forme de tunnel autoroutier, mais simplement pour du transport en commun. Honnêtement, peut-être que je suis un peu cynique, mais je me dis, hey, en 6 mois, ils ont été capables de tirer cette conclusion et d'arriver avec ce nouveau projet ce matin. Je peux pas croire qu'il y a 6 mois, on n'était pas capable d'avoir cette conclusion-là. C'est ça. L'excuse, Je te dis pas, non, mais regarde. Les lignes de la CAQ, c'est qu'il y a eu une pandémie qui a beaucoup changé un peu le contexte, Oui. puis la réalité des gens. Il n'y a pas autant de personnes qui se mobilisent pour aller au travail le matin, C'est vrai. tous les soirs, etc. Donc, regarde, ils utilisent... Il y a une étude qui a été faite qui a démontré clairement que ben, le problème de trafic, il n'est plus le même qu'il était il y a 4 Oui, ans. non, regarde, c'est vrai. Puis attention, hein, moi, quand je dis ça, je suis pas en train de dire que ils ont sciemment menti ou un truc comme ça. Alors, regarde, on pointe pas des doigts de cette manière-là. Là. Moi, je pense juste que on aurait pu s'arranger pour avoir des études prêtes pour avant la campagne électorale. Mhm. D'ailleurs, je te rappelle qu'ils faisaient la promesse, puis tout le monde leur posait la question. Elles sont où vos études? Elles sont où vos études? On veut voir vos études. Qu'est-ce qu'elles disent, vos études? Et puis, on n'a jamais rien vu de ces études-là. Là. Regarde, là, il suffit de faire une recherche sur Google, puis on va voir le nombre de fois où ça a été réclamé. Mais au final, soit ils ont péché par excès de confiance en se disant que on veut le faire, on va le livrer, on va le faire. Sauf qu'à un moment donné, moi je pense que ces études-là, là, celles qui ont démontré que c'était pas viable comme projet que d'avoir un tunnel autoroutier, eh ben moi je pense qu'elles auraient pu être prêtes pour l'été dernier, avant les élections. Et en passant, toi, tu dis quoi? Tu dis, moi, je respecte les politiciens qui reconnaissent leurs erreurs parce que personne n'est parfait. Mais c'est une ligne très fine parce que, premièrement, est-ce qu'il y avait place pour une erreur avec un projet si énorme que ça? Comme tu as dit, tu aurais dû avoir les informations, tu aurais dû avoir toutes les études pour t'orienter. Oui ou non? Si oui, d'accord. Sinon, est-ce qu'il y a une autre solution, comme par exemple ce qui est proposé à l'instant? Mais au moins, peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils disent, regarde, on ne peut pas le faire. C'est embarrassant, mais il faut le faire. Mais au moins, ils le font. Combien de fois on voit des élus qui patinent puis qui essaient d'échapper à des questions. Ils ont magané un dossier, puis dis-les. Exactement. We fucked up, we're sorry. On le fait plus, tu sais. Ouais. Mais écoute, on dit la même chose. Dans le sens, quand je dis c'est reconnaître ses erreurs, c'est-à-dire reconnaître que la promesse n'était pas nécessairement celle qu'il aurait fallu faire, etc. Pas de problème. Mais est-ce qu'ils auraient pu le faire? Oui, ils auraient pu le faire. François Legault a d'ailleurs été pas mal bon à chaque fois que il a fait une erreur, même il a reconnu ses erreurs, etc. Et ça lui a servi, ça a augmenté sa cote de popularité parce que, grosso modo, la population, l'électorat se dit « Ben oui, regarde, c'est un gars comme nous, regarde, en autant qu'il reconnaît que c'était pas la chose à faire. » Sauf que là, bon, je t'avoue quand même que j'ai l'impression que c'est un gros problème. On va voir. Est-ce que ça risquerait pas d'être une première fissure un peu dans le téflon de la CAQ. Parce que, regarde, depuis 2018, c'est une véritable lune de miel qui n'a jamais terminé. Là. Je veux dire, il a commencé avec 74 députés. Ouais. Il est à 90 députés aujourd'hui. Ça va quand même bien. Ça allait bien. Ah non, mais ça va. Honnêtement, là, genre, ça va bien. Les sondages, tout. On peut... Regarde, il n'y a pas un premier ministre. Il n'y a pas un premier ministre qu'on a déjà connu, péquiste, libéral, unioniste dans le temps,
qui ne voudraient pas être dans les chaussures de François Legault aujourd'hui. 100%. C'est sûr que c'est encore très tôt dans le mandat. Donc, Mais oui, mais sais-tu quoi, justement? Alors, les fissures, il y a des gens qui se disent, ben, quand c'est tôt dans le mandat, on s'en souvient pas au moment de la réélection. C'est vrai, mais ça, je te dirais que c'est plus pour des problèmes plus ponctuels, etc. Mais attention, une fissure aussi, dans le temps, elle peut grandir. Ben, elle peut s'agrandir, Ouais, exactement. Alors que si c'est juste avant des élections, elle n'a pas le temps de faire trop mal, de trop s'agrandir, etc. Alors, c'est à double tranchant, on ne peut pas savoir. Mais avoir l'état de leur caucus ce matin, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des traces de ça. Est-ce que c'est des traces significatives au point de voir la CAQ commencer à battre de l'aile, etc. C'est-à-dire que l'étoile de la CAQ va commencer à pâlir un petit peu. Je sais pas, là, c'est trop prématuré pour dire. Mais c'est pas totalement impossible, c'est pas à écarter complètement. Parfois, dans la vie d'un gouvernement, il suffit de quelque chose d'assez significatif. Ce matin, on avait Bernard Drinville, donc, qui est... quand même très émotif. Ben oui, quand même très émotif, les larmes aux yeux, en train limite de demander pardon à ses électeurs à qui... D'ailleurs, c'était le seul qui a demandé, qui a offert ses excuses. Il a dit, gars, je m'excuse. On s'est engagé, j'ai fait un engagement, puis je peux pas le livrer, puis je m'excuse. Les autres, ben là, tu sais, il faut qu'on en parle. Tu sais, Éric Kerr, man, on va revenir, on va revenir à lui, mais tu sais, par exemple, je me mets aussi à la place un peu de Bernard Drinville. C'est pas évident. Le gars faisait, je sais pas combien, là, à la radio, là, 400, 500 000, je sais pas trop, je veux pas dire de bêtises, là, mais en tout cas, gagné très bien sa vie à radio. Il avait fini la politique, il a fini le journalisme. Là, on lui offre sur un plateau d'argent un très beau comté, le comté de Lévis, avec en plus des responsabilités énormes pour quelqu'un qui, dans sa vie, avait jamais géré autre chose que son bureau de comté. Il était rendu à gérer le système d'éducation. C'est pas mal, là. C'est une grosse confiance. Mais tu es quand même ministre de l'immigration à l'époque. Non, c'était ministre de la laïcité. Là. Il n'y avait même pas de ministère. Mais c'était lui qui est en charge de la charte des valeurs. Exactement. Puis, c'était quoi d'abord? Ça tombait sur quel ministère? Je ne sais pas si c'était institution démocratique, je crois, parce qu'il avait aussi changé les règles de financement, etc. Là, mais attention, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est pas on peut pas comparer ça à l'éducation. Mais il y a pas c'est même pas un portefeuille, c'est un ministre sans portefeuille là. Tu sais, je veux dire à l'époque. Non mais je veux pas être méchant, mais c'est la réalité. Donc tout ce qu'il a eu à gérer, c'était son bureau de comté avec 3 personnes dedans. Tu sais, maintenant ensuite aujourd'hui, il est ministre de l'Éducation, c'est quand même c'est pas rien, c'est prestigieux d'un point de vue politique, partout d'ailleurs, pas juste au Québec, partout ailleurs dans le monde aussi. Puis c'est une grosse confiance. Puis tu te mets à sa place, il arrive là comme une superstar. Puis on lui dit, hey, inquiète-toi pas, tu peux y aller, tu peux mettre la gomme sur le 3e lien, il va y en avoir. Le gars se présente à toutes les conférences de presse pro 3e lien, tunnel autoroutier. Oui. Arrêtez donc avec les GES, lâchez-moi avec les GES, c'était ça qu'il était en train de dire. Tu sais, en 2023, 2022, en tout cas fin 2022, tu sais, quand bien même tu le penses, dis-le pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, je veux dire, les gens sont sensibles à ça. Écoute, il a été bon joueur, pas à peu près. Alors, c'est sûr que ce matin, il se sent pas bien. Là, ça, c'est certain. Là, je me mets à sa place. C'est clair, c'est clair qu'il y a un malaise. Puis moi, j'aimerais aussi souligner, j'oublie son nom, mais c'est le député de Beauce-Nord, c'est un député de la CAQ. Je pense que c'est le seul qui a dit, « Regarde, je suis pas content. C'est pas une bonne décision. » Je pense qu'hier, quand la rumeur est sortie, là, donc, c'est sûr que, comme tu dis, dans le caucus, il va y avoir des personnes qui sont déçues, surtout dans la région. Est-ce que ça va entraîner... Est-ce que ce mécontentement, comme tu as dit, est-ce que ça va créer des fractures? Reste à voir. Stratégiquement parlant maintenant, là, cette décision-là de reculer, il y a 2 gagnants.
Québec solidaire, parce que c'est l'environnement, c'est le transport en commun. Puis on va revenir... C'est leur projet. Exact. C'est celui qui... Tant qu'à avoir un troisième lien, c'était celui qui voulait. C'est ce qu'il proposait. Non, est-ce que c'est pas le PQ qui proposait... Moi, je pense que bon, écoute, je veux pas dire de bêtises parce que, pour être honnête, je me souviens. La position du PQ dans la région de Québec, là. C'est clair, mais... En tout cas, moi, je la connais pas. On n'est pas 100% sûr, là, désolé de ça, mais de toute façon, c'est le transport en commun, donc on sait que ça s'aligne dans les promesses de Québec solidaire. Et l'autre gagnant, Éric Duhem, il est partout aujourd'hui dans toutes les tribunes, dans tous les médias, dans les radios, à la télévision. On oublie toute l'affaire avec les drag queens qui d'après moi, c'était embarrassant pour lui. Finalement, who cares about that? Regarde, on l'avait dit, durant la campagne, on était chercher de l'information avec l'accès à l'information. On est allé chercher les documents. On a dit à la population que c'était un projet qui allait nulle part, blablabla. Puis lui, n'oublions pas une chose, c'est qu'il y avait des bonnes chances, lui, d'avoir des députés dans cette région-là. D'ailleurs, je pense presque dans toutes les comtés, il est arrivé deuxième, je pense. Ou sinon deuxième, près de troisième, c'était proche. Mais on se demande aujourd'hui si cette promesse-là n'était pas si... si c'était pas une promesse forte de Legault, est-ce que le contexte politique dans l'Assemblée nationale serait différent avec des députés de Éric Duhem, même lui-même. C'est l'argument, lui, qui est en train de véhiculer dans toutes les dans toutes les présences là, dans les médias, etc. C'est quand même spécial de voir que celui qui a le plus de visibilité, c'est même pas les partis d'opposition qui normalement auraient dû en profiter de cette faute énorme du gouvernement. C'est le gars qui est comme à l'extérieur. Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, Éric Duhem, ça a été un phénomène dans la dernière année. Il était plutôt haut dans les sondages. Il a fait un score qui était quasiment similaire à celui du Parti libéral du Québec, qui est opposition officielle. Il a fait élire, certes, 0 député, mais il reste que il a fait quand même voter 12-13% des Québécois. Et puis, essentiellement, c'était dans la grande région de Québec, et particulièrement dans certains comtés où le vote était peut-être un peu plus concentré pro-Éric Duhem. Moi, je pense que c'est aussi parce que les médias se disent lui, il a un positionnement qui est très spécifique. Il est bien connu et relativement populaire dans la région de Québec. Donc, c'est sûr que son avis comptait. Et puis surtout que son avis, aujourd'hui... je vais te dire que pour tous ceux qui ont voté pour la CAQ pour un troisième lien, certains peuvent... Mais c'est une déception. C'est une déception. Mais bon, regarde, je vais juste te dire, quand bien même il aurait fait élire du monde. Moi, je pense pas qu'il en aurait fait élire beaucoup. Là. À un moment donné, il y avait des gens qui disaient qu'il va avoir 8-9 comtés. Non. Arrêtez là. D'ailleurs, s'il devait avoir 8-9 comtés, à la fin de la journée, il aurait pu en ramasser 2 ou 3, mais c'est même pas le cas. Mais disons qu'il aurait pu faire élire 2 ou 3 députés. 2 ou 3 députés, tu les enlèves à la CAQ, il en reste 87. C'est pas ça qui aurait nécessairement joué. Puis à un moment donné, il faut arrêter de voir les choses de manière micro ou à la manière de villageois, etc. Là. Le Québec, c'est grand, là. Puis des Québécois, il y en a partout sur le territoire. Puis c'est pas vrai qu'un troisième lien entre Québec et Lévis, ça n'intéresse que les gens de Québec et de Lévis. Non, c'est pas vrai. Ça intéresse tous les Québécois partout. D'abord, c'est de l'argent public qui vient de partout. Ensuite, oui, on vit sur une même planète, donc lâchez-moi avec les GES, ça marche pas comme slogan. Là. Non, je veux dire, il y a des enjeux environnementaux, etc., qu'il faut prendre en considération. Et donc, à la limite, le gouvernement aurait pu aller de l'avant avec ce projet-là, quand bien même il y aurait eu 2 ou 3 députés du Parti conservateur d'Éric Duhem. Tu sais, la question maintenant, là, encore là, on ne sait pas
ce que les études démontraient avant sur l'acceptabilité de ce projet-là, que ce soit du côté de Lévis et de Québec. On sait que du côté de Lévis, il était très en faveur. Je me rappelle même que Gilles Lehouillier, qui est le maire de Lévis, ancien libéral, a pratiquement fait campagne avec la CAQ là, pour ce projet-là. Ah oui. Le gars, il était comme 100% on board. À l'heure où on enregistre, on n'a toujours pas eu de réaction de Gilles Lehouillier. J'imagine qu'il y a une conférence de presse qui se prépare pour aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est mieux d'en pas entendre une réaction à chaud de Gilles Lehouillier parce que lui, c'est sûr que... Il n'est pas content. Il est pas content. C'est certain qu'il ne l'est pas. C'est pour ça que je te reviens à l'acceptabilité de ce projet-là parce que du côté de Québec, le maire, il n'était pas trop chaud à l'idée d'avoir un troisième lien avec cette configuration-là. Il est plutôt content maintenant avec les moyens les transports en commun. Mais on se demande, est-ce que le transport en commun, c'est quelque chose qui est assez populaire dans cette région-là, comme il est par exemple à Montréal, où on sait que tu peux te rendre n'importe où, comme tu veux. Tu sais, c'est quand même pas mal élargi. C'est pas vraiment le cas pour Québec. Donc, de donner une emphase pour un gros projet de même avec, je sais pas exactement c'est quoi le coût de ce projet-là, pour quelque chose qui peut-être n'a pas le même poids qu'il a à Montréal. Honnêtement, je veux dire un truc. Je suis pas tout à fait d'accord sur la question de l'attraction du transport en commun dans la ville de Québec. D'abord parce que, on essaye d'accoler un petit peu cette étiquette que, le transport en commun à Québec, ça fonctionne pas. L'intérêt pour l'environnement et les changements climatiques à Québec, il y en a pas, etc. C'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est sûr que c'est une ville qui est faite d'une certaine manière que le transport en commun n'a pas donné, surtout qu'il n'y a pas de métro, par exemple, donc c'est pas évident. Là, il va y avoir un tram, ce qui va déjà être absolument fantastique et fabuleux pour cette ville-là. Il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent la voiture parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir un transport en commun efficace. Donc, c'est sûr que si tu multiplies l'offre en transport en commun, que ce soit un tramway ou ce qu'on appelle les SRB, là, les espèces de trains... pas SRB, mais les autobus rapides. Là. Donc, ça pourrait être une très bonne option. Donc, moi, je pense que si tu offres aux gens ces possibilités-là, ils vont les exploiter. Mais quand il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Donc là, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine de creuser pour faire passer juste des transports en commun, à savoir si ça va être un tram ou est-ce que ça va être autre chose, on ne sait pas encore, ou des autobus, là, comme ce que je t'ai dit. Alors... quand ça va être quand ça va être là, les gens vont les utiliser, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, on va tomber aussi dans des problèmes pas juste de trafic, là, de stationnement, tu sais, le prix des autos, même les voitures électriques, là, elles sont encore chères aujourd'hui. Il y a une transition énergétique à faire, etc. Donc, le prix du pétrole va continuer d'augmenter. Les voitures électriques sont pas encore disponible à un coût, disons, raisonnable. Il n'y a pas de bornes électriques partout. C'est sûr que offrir du transport en commun, ça va servir. Le maire de Québec, lui, il est contre, à la base, ce troisième lien. Mais il faut se mettre aussi à sa place. Lui, il voit ce qu'on appelle l'étalement urbain. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des gens de Québec, des familles, etc., qui vont quitter Québec pour s'installer ailleurs parce qu'il n'y aura plus d'intérêt à rester à Québec, ce qui vient non seulement contribuer au réchauffement de la planète par effectivement l'utilisation des autos et autres moyens de transport, mais aussi, il faut le voir, pour lui, c'est aussi des payeurs de taxes foncières en moins. Donc, dans le fond, ça prend... il faut les financer, les services de la ville. Hein. Si les gens sont plus là, c'est un problème. Ouais. C'est quand même spécial. C'est pas à tous les jours où on voit ce type de scénario à la colline. Comme je l'ai dit tantôt, on a beaucoup plus souvent l'habitude de voir des élus patiner un peu. Ça marche pas. Les lignes politiques qui sortent, on essaie de trouver le positif.
Cette fois-ci, il n'y en a pas. T'sais, ils ont tous mis la tête, ils ont tous baissé la tête, puis ils ont été obligés de, to face the music, comme on dit. Hein. Ben, écoute, moi, il y en a une, pour moi, qui n'a pas baissé la tête. Et honnêtement, j'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur elle. Moi, c'est Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, ministre des Transports, surtout, dans ce dossier-là. Mm-hmm. D'abord, elle, c'était la seule à être à sa conférence de presse pour présenter le projet. Ouais. C'est logique aussi. Non, mais le ministre responsable de la capitale, le ministre responsable de Chaudière-Appalaches. Je pense qu'ils ont voulu diminuer un peu le look. Là, excuse-moi, pour un projet aussi important, là, s'il n'était pas controversé, j'aurais bien vu le premier ministre être là aussi. Là, un projet... Il sera pas de 10 milliards, mais c'est sûr qu'il y a 3-4 milliards. Je dis ça au hasard. C'est certain qu'elle a bien assumé ses responsabilités. Elle est sortie, elle communique bien. C'est une fabuleuse communicatrice. Ouais. Honnêtement, là, Geneviève Guilbeault, en plus de s'exprimer très bien, c'est une femme qui est très intelligente pour chercher les bons mots. Je sais que parfois, on lui a reproché d'utiliser des mots un peu secs ou un peu durs, etc. Ouais, comme la fois où elle parlait des Québécois comme des personnes dociles, effectivement. Il faut être docile, ouais. Non, je sais. Non, mais c'est pas le seul moment. Mais tu sais, je comprends. Hein, il y a un petit côté chez elle... comment dire... une main de fer dans un gant de velours. Hein, c'est un peu, il y a un petit côté comme ça chez elle. Mais honnêtement, moi, je la trouve superbe. Elle est arrivée au transport et dans une position qui n'était pas nécessairement évidente parce qu'il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait par son prédécesseur au transport. D'ailleurs, ils ont interchangé leur ministère. Hein. Elle, qui était la sécurité publique, est rendue au transport. Lui, étant François Bonnardel, qui est passé des transports à la sécurité publique. Il y avait beaucoup de travail qui avait déjà été fait, mais il y avait quand même ce gros dossier sur la table et avec lequel elle vit depuis déjà 6 mois, depuis la réélection. Et sincèrement, moi, je la trouve bonne. Alors, je sais, hein, George, il y a 2 types de ministres, d'habitude. 2 types de ministres. Tu as les ministres gestionnaires, qui, eux, là, c'est ceux qui tiennent leur ministère à bout de bras. C'est un gars comme Dubé, par exemple. C'est un ministre gestionnaire, là, tu sais. Puis, tu as des ministres, j'aime moins ce genre-là, mais ça dépend aussi comment ils le font, qui sont simplement des porte-parole de leur ministère. Dans le fond, les fonctionnaires, ils font un peu tout, mais bon, il y a une job politique à faire, donc c'est des porte-parole. Donc, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont porte-parole. Quand ils se lèvent en période de questions, ils sont porte-parole. Quand ils sont devant les médias, c'est juste des porte-parole. Mais sais-tu quoi? Je ne connais pas les capacités de Geneviève Guilbeault en termes de gestion et comment elle dirige son ministère. Elle est peut-être, entre guillemets, qu'une porte-parole, mais c'est une maudite bonne porte-parole. Elle est excellente. Elle parle, encore une fois, elle parle comme il faut, elle passe les messages, elle les assume, elle prend des questions qui sont difficiles. C'est une excellente politicienne. Il faut la garder en vue parce que, à mon avis, si un jour il devait y avoir une course à la chefferie à la coalition Avenir Québec, elle serait clairement une des têtes d'affiche. Ouais. Elle est brillante. Juste pour la curiosité peut-être de ceux qui écoutent ou qui nous regardent, parce que toi, tu as déjà été en position où tu es présent dans les rencontres de caucus, tu vois un peu comment ça fonctionne. Lundi, on apprend que cette décision-là est tombée. C'est sûr qu'ils l'ont annoncé au caucus. Est-ce que tu peux t'imaginer la frustration, évidemment, de tous ces gens-là? On parle évidemment d'Éric Kerr, de Bernard Drinville, de Martine Biron, de tous ces gens-là autour de la capitale de la région de Québec. Qu'est-ce qui se passe dans le caucus? Bon, alors, je vais juste faire une petite nuance. Est-ce que j'ai déjà assisté à des réunions de caucus? Oui, mais les réunions de caucus sont généralement... juste pour justement les élus, à quelques exceptions près. Donc, pour en avoir déjà assisté à 2-3 où c'était animé, je peux te dire que j'imagine bien qu'il y en a certains qui se sont levés pour parler. Mais généralement, la réunion du caucus, c'est une réunion où on laisse plutôt parler les députés qui ne sont pas ministres. Hein. Les ministres peuvent prendre la parole, surtout s'ils doivent expliquer ou faire la présentation de quelque chose.
Mais par contre, j'ai envie de te dire que la gestion des Bernard Drinville, des Éric Kerr et potentiellement d'autres personnes qui ne sont pas très contents de la situation, ça a dû se faire dans des rencontres à côté, avec la participation du cabinet du Premier ministre à coup sûr. Je suis certain que le directeur de cabinet du Premier ministre a dû intervenir lui-même personnellement auprès de certains ministres. Probablement que François Legault lui-même a dû parler avec ses ministres concernés, etc., pour avoir une stratégie. Puis ce matin, là, Mais surtout pour aligner les messages. Évidemment. Penses-tu vraiment que ça a été une surprise pour le cabinet de M. Legault ce matin de voir Drainville, la larme à l'œil, en train de demander pardon à ses électeurs de ne pas être en mesure de livrer un projet qu'il avait promis? Regarde, évidemment qu'ils le savent. Ils étaient en gestion de crise, ça a été discuté avec le bureau du Premier ministre, etc. Puis bon, visiblement, à mon avis, ils vont réussir leur coup. Là. Ça, c'est pas trop un problème. Je te dis pas qu'il n'y aura pas de traces à long terme, mais regarde, tu vas voir que d'ici la semaine prochaine, on parlera beaucoup, beaucoup moins de cette histoire-là. Ouais. Juste rapidement, parce qu'on a d'autres petites choses à discuter. Éric Kerr, on a commencé avec lui. Moi, je crois que la chose la plus malhabile à faire pour un élu, c'est de promettre quelque chose et mettre son siège en jeu. Unwritten rule, tu peux pas faire une affaire de même. Là. Tu sais jamais ce qui va arriver dans le futur. Là, il y a la pression. Tout le monde l'a cherché hier. Il a fui les caméras. Aujourd'hui, il n'avait pas le choix. Il a dit ce qu'il a dit. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait trop de sens dans ses affaires. Je pense que je n'ai pas la citation exacte, mais il a dit « Je vais me battre jusqu'à ma dernière goutte » ou je ne sais pas trop quoi là, pour ce projet-là. Non, mais il l'a déjà dit. Il a déjà dit clairement. Si on ne le livre pas, je démissionne. Je le paraphrase, mais c'est à peu près ça. C'est exactement ça. Et pas juste dans un média. Là. Donc, dans un média, il a dit ça, puis dans, je pense, 2 autres, il avait dit autre chose, mais c'était assez clair. Non, mais George, regarde, clairement, on va se le dire un truc, là. Si Éric Kerr était l'un des meilleurs ministres du gouvernement, puis qu'il se soit planté sur cette histoire-là où il disait que si on le livre pas, on va démissionner, tu sais, tout le monde serait comme « OK, bon, c'est pas grave ». Il pensait vraiment que ça allait se faire, puis bon, les études ont démontré que c'était pas faisable et que bon, ben c'est correct. Là, la réalité, là, c'est parce que la raison pour laquelle tout le monde court après, les médias, les commentateurs... C'est pas la première fois qu'il se plante. Mais non, mais c'est parce que... Non, mais regarde, je veux pas être impoli, là, mais il n'a pas été très bon, là. Il n'a pas été très bon. Et, tu sais, admettons que le Conseil des ministres, c'est une salle de classe, là. Il doit être le dernier de la classe. Je veux dire, c'est... Et... puis il ne pourra pas faker son CV une deuxième fois. Là, donc, non, mais c'est ça la réalité. Et là, il a la possibilité, enfin, il l'avait, puisqu'il a décidé de ne pas se retirer du caucus, de ne pas démissionner, rien du tout. Là. Il avait la possibilité de sortir de là en se disant, ben moi j'ai des convictions, je sors parce que mes convictions sont trop fortes. Mais en fait, il attend juste quoi? Le prochain remaniement où M. Legault va peut-être même pas le renommer ministre. Alors, honnêtement, là, il a encore manqué de jugement parce qu'il aurait dû sortir plutôt que de se faire sortir. Parce qu'à mon avis, la prochaine étape, c'est qu'il va se faire sortir. Et c'est ça. Alors, je pense, comme tu as dit, avec un enjeu aussi important sur lequel il était tellement engagé, tu as fait premièrement l'erreur de mettre ton siège en jeu. Moi, à sa place, j'aurais fait comme tu as dit. J'ai des convictions, malheureusement. Je peux pas continuer. Ou au moins démissionner du Conseil des ministres. I don't know. Au moins donner un message que je suis pas la ligne. Mais sais-tu quoi? Ce qui me dérange, moi, particulièrement dans le discours de M. Kerr, c'est que lui, pendant longtemps,
il a tapé sur un clou, hein, ceux qui vivent au crochet de l'État, accrochés à l'État, qui sont soutenus par l'État, etc. Mais là, c'est parce que s'il ne démissionne pas à cause de sa responsabilité ministérielle par rapport au raté informatique du gouvernement, il ne démissionne pas sur une conviction profonde alors qu'il avait dit qu'il démissionnerait si ça ne se faisait pas avec un tunnel autoroutier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui aussi s'accroche à l'État et que lui aussi il est soutenu à l'État et finalement, il ne fait pas mieux que les gens que lui critiquent. En tout cas, regarde, on va voir parce que c'est une opinion. Ça peut changer. L'exemple qui est mentionné un peu partout, c'est l'exemple de Sheila Copps au fédéral. C'était sous Jean Chrétien qui, elle avait promis, elle avait mis son siège en jeu sur l'abolition de la TPS. Finalement, Jean Chrétien l'a gardé. Oui. Et ça a pris quelques jours, quelques semaines. Puis elle a démissionné après. Elle s'est représentée, puis elle s'est faite réélire. Mais au moins, on a admiré le fait qu'elle s'est tenue à sa parole. Donc, je sais pas, regarde, on va attendre quelques jours, quelques semaines, voir si ça va changer quelque chose pour Éric Kerr ou pour d'autres députés d'ailleurs. Puis, ça va être intéressant de suivre ce dossier-là. Oui, effectivement. Parlons maintenant des salaires des députés. C'est un sujet qui, c'est pas tous les années qu'on en parle, hein, mais c'est sûr que comme employé, comme salarié, je veux dire, c'est sûr que comme tout le monde, il arrive un moment où ils négocient leur salaire, une augmentation de salaire, puis c'est normal, comme dans tous les milieux. Ce qui est étrange cette fois-ci, puis je dois donner raison à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que c'est les élus mêmes qui votent pour leur propre augmentation. Ça fait étrange un petit peu, je lui l'accorde, mais là, juste pour dire qu'il y a un comité séparé qui s'est penché là-dessus. Puis, je pense que c'est hier qu'ils ont sorti dire qu'ils se sont mis d'accord qu'une augmentation, je pense, de 20% est proposé, ce qui revient à environ 30 000 d'augmentation. Mais en fait, ce qui est important de savoir ici, George, c'est que les conditions de travail des députés, je pense qu'ils sont imbriqués dans une loi et donc, par conséquent, tout changement doit être législatif et ce sont eux-mêmes les législateurs. Je suis bien d'accord avec toi sur, des députés qui se rencontrent entre eux puis décident de leur salaire et votent pour avoir ce salaire-là. Aux yeux de la population, c'est pas la chose la plus intelligente à faire. Cela dit, moi, j'irais peut-être pas aussi loin que Gabriel Nadeau-Dubois. Tu peux voter ton salaire en autant que la décision soit prise par quelqu'un de neutre. Mais exactement. Ouais. Alors écoute, il y a eu l'ancienne juge à la Cour suprême, Madame l'honorable L'Heureux Dubé, qui avait déjà, il y a quelques années de ça, je crois en 2015 ou un truc du genre, si je ne me trompe pas, était arrivé avec un rapport. Et en plus, c'était très intelligent, c'était très bien fait. En fait, c'était à coût nul pour le gouvernement, pour l'État québécois, ça allait être à coût nul. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu $1 de plus à dépenser, mais on réaménageait un petit peu tous les avantages, etc. Puis ça a donné une rémunération qui était plus ou moins intéressante. Ben déjà, à l'époque, les partis n'étaient pas d'accord, etc. Surtout que, je te rappelle, on était dans le gouvernement Couillard, c'était le moment où il y avait des compression budgétaire, une certaine rigueur, un retour à l'équilibre budgétaire qui était nécessaire, etc. Donc, c'était politiquement parlant pas le meilleur moment. Là, cette fois-ci, c'est un autre genre de rapport. C'est pas une ancienne juge, mais c'est deux anciens députés, Martin Ouellette du Parti québécois et Lise Thériault du Parti libéral du Québec, anciennement députés tous les deux. Ils ne se sont pas représentés aux dernières élections, qui ont travaillé sur ce comité-là et qui ont fait ces recommandations-là. Je vais te dire très honnêtement, moi je pense que les élus de l'Assemblée nationale du Québec, je ne dirais pas qu'ils sont
mal payés, c'est pas le cas, et ce serait insultant pour beaucoup de Québécois de dire qu'ils sont mal payés. Ouais. Ils ne sont pas mal payés, mais leur rémunération est inadéquate par rapport à ce qu'ils font. Et si, dans une démocratie comme la nôtre, on a besoin des meilleurs éléments pour des meilleures personnes pour nous représenter à l'Assemblée nationale, représenter nos intérêts, voter nos lois, plus tous ceux qui font partie de l'exécutif, hein, c'est-à-dire, si on veut ça, il faut qu'on s'assure qu'ils soient adéquatement payés. Les députés, là, les 125 travaillent super dur. Mm-hmm. Évidemment, il y en a toujours certains qui travaillent plus que d'autres, mais ils travaillent super dur. Puis c'est pas facile sur leur vie personnelle, c'est pas facile pour leur vie familiale. Et parfois, c'est des sacrifices aussi professionnels parce qu'ils ont dû laisser des jobs pour faire ça. Ils ont dû laisser parfois des situations plus payantes ailleurs pour faire ça. Aujourd'hui, là, t'es député, tu te fais insulter, rouler dans la farine sur Twitter, sur les médias sociaux. Écoute, il suffit que ton arrosoir parte pendant que tu n'es pas là, parce que tu as une panne de courant, est revenu, ça a déréglé tout ton truc. Là. Oh, il n'a pas arrosé sa pelouse aux bonnes heures. Là, ta face est dans la page principale du journal. T'es super exposé, puis souvent, quand tu fais des mauvaises choses, même quand c'est pas de ta faute, mais genre juste la perception. Ouais. Tu sais, c'est dur. C'est des gens qui partent de chez eux. Ils vivent pas tous à Québec. Hein. Y a des gens qui partent de chez eux, qui mettent 3 heures, 5 heures, 8 heures. Parfois, c'est des vols en avion pour se rendre à Québec. Ils finissent parfois très tard, genre 22h45, etc. Surtout en cette période des crédits. Ça peut finir très tard. Et quand ils rentrent dans leur circonscription, là, c'est pas comme « Oh, OK, j'ai fini ma semaine parce que je viens de finir mon 40 heures. » Non. D'abord, c'est plus que 40 heures. Et ensuite, ils ont d'autres heures. Va faire tes soupers spaghettis, va faire ta tournée des maisons pour aînés, va faire tes activités X, Mais il y a des heures aussi au bureau, on reçoit les citoyens, les organismes, et puis, bien sûr, les activités qui sont partisane, parce que bien sûr, il te faut un parti politique si tu as envie d'exister à l'Assemblée nationale, voire de gouverner le Québec. Alors, ben oui, il faut aller rencontrer tes militants, il faut leur donner l'importance qu'ils ont, il faut ramasser de l'argent. Ben oui, avec quoi on finance une campagne électorale, c'est ramasser de l'argent. Écoute, c'est vraiment beaucoup. Alors, je comprends que on n'augmente pas le salaire des députés pour qu'ils aillent ramasser de l'argent. On s'entend. Là. Ouais. Ça, c'est partisan, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est... Mais c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Et moi, je pense que hausser leur salaire, c'est pas une mauvaise chose. Surtout quand tu compares à ce qui se fait dans les autres assemblées législatives au Canada, donc dans les parlements des provinces, voire la Chambre des communes, le Parlement donc canadien à Ottawa. C'est sûr que, et l'autre point, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive à chaque année non plus. Tu as mentionné la dernière fois, c'était en 2015. C'est quoi, c'est 8 ans plus tard qu'on est en train de revoir le salaire. Mais la dernière fois, ça n'a pas été augmenté. La dernière fois, les partis d'opposition s'étaient opposés. Ah, en plus. Ouais. Mais là, je sais pas, parce que j'ai entendu parler quelque part où ils essaieraient de trouver une formule où à chaque année, il y aurait une certaine augmentation au lieu de revenir avec des gros montants comme ça à chaque 5-6 ans et d'avoir les mêmes discussions. Mais les petites augmentations, pour être honnête, elles existent. Hein, parce qu'aujourd'hui, le salaire de base d'un député, c'est 101 000 $. Mais moi, je me souviens, il y a encore quelques années où c'était... Il y a très peu qui reçoivent le salaire de base avec les comités, puis il y a toujours des bonus, des extras qui sont donnés. En ce moment, il y a une dizaine ou une quinzaine là, qui reçoivent un salaire de base. Alors, écoute, c'est 101 000 $. Mais je me souviens, il y a quelques années où c'était 85 ou 87. Donc, c'est sûr que ça augmente à peu près. Peut-être avec l'inflation que ça augmente, je ne sais pas. Non, mais par contre, ce qu'ils demandaient, c'était de se dire, peut-être qu'il y aurait une espèce de comité permanent qui revoit
les conditions, je ne sais pas moi, ou 2 ans, ou 3 ans, ou des choses comme... Bon, regarde, ensuite, ça devient des mécanismes qu'il faut trouver puis mettre en place. Mais sur le fond, est-ce qu'en ce moment, il y a une inadéquation dans la rémunération des députés? Moi, personnellement, je le crois, surtout à comparer avec d'autres députés, Non, avec d'autres parlements. Ouais, je suis d'accord. Allons maintenant sur un sujet qui a fait beaucoup jaser cette semaine. On va parler de toute cette saga entre CBC, Radio-Canada et Twitter. Juste pour mettre le contexte, ça fait plusieurs mois, je pense que même depuis son élection comme chef du Parti conservateur au Canada, Pierre Poilievre, qui attaque presque constamment CBC, l'attaquant comme quoi que c'est un média biaisé en faveur, évidemment, de Justin Trudeau, etc. Puis, récemment, ou je pense, en début de semaine, je pense, ou la semaine passée, il a envoyé un tweet directement à Elon Musk expliquant que CBC, c'est un média qui est subventionné par le gouvernement et qui devait avoir cette étiquette-là dans le handle de CBC. Et Elon Musk, il a vu ça, puis il l'a fait. Puis là, il y a eu... Moi, personnellement, j'ai trouvé très drôle parce que certainement, il y a eu des commentaires ou whatever, puis ça s'est rendu à lui que c'est pas complètement financé par le gouvernement, c'est financé moins de 70%, puis il a changé l'étiquette à 69%. Non, mais... Moi, j'ai trouvé ça drôle. Mais revenons à ce qui est essentiel. CBC comme média, nous, c'est sûr qu'on est habitué à lire pas mal de nouvelles. Ça fait longtemps qu'on fait ça comme job. Est-ce que ça arrive de lire des articles où on questionne un peu l'orientation du message du journaliste? Oui, ça arrive. Mais de là à dire que CBC comme institution, comme média est biaisé, puis ils font la propagande du gouvernement et spécifiquement de Justin Trudeau, je pense que ça va un peu loin. Écoute, alors en fait, tu disais que c'était un petit peu drôle tellement c'était ridicule la réaction de Elon Musk et puis l'étiquette qu'ils ont mis. Attends, juste avant que tu continues, parce que je veux juste dire ça, parce que juste pour mentionner que CBC, évidemment, ils ont suspendu un peu les activités, leur activité sur Twitter. Puis, il faut mentionner que dans Twitter, là, la politique de Twitter, il définit les médias financés par le gouvernement comme des cas où le gouvernement peut intervenir à divers degrés dans le contenu éditorial. Ça, évidemment, c'est ce que Radio-Canada a mis comme prétexte de suspendre de Twitter. Puis, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que la politique de Twitter, à un moment donné, ça doit changer parce que c'est pas vrai que tous les médias qui sont financés par le gouvernement, c'est pas vrai que ça veut dire que le gouvernement a le droit de s'ingérer dans les activités des médias. On parle ici de BBC, des grands réseaux, BBC, NPR, PBS aux États-Unis, évidemment, CBC ici au Canada. Mais ça, regarde, encore une fois, c'est du populisme de droite. Puis moi, sais-tu quoi? Pour moi, c'est même pas une blague ce qu'a fait Elon Musk. Pour moi, ce que Elon Musk a fait, c'est qu'il s'est littéralement moqué du Canada et des Canadiens en mettant une étiquette spécifique disant que CBC Radio-Canada était financé à 69% par le gouvernement. Je vais te dire pourquoi il s'est moqué. Puis je vais te dire pourquoi moi, personnellement, ça me fâche. Ça me fâche parce qu'il y a quelqu'un qui a permis à Elon Musk, un homme d'affaires américain, donc il n'est même pas canadien, un homme d'affaires américain, de se moquer de nous. Puis cette personne s'appelle Pierre Poilievre. Parce que je m'excuse, quand tu veux devenir premier ministre du Canada, tu peux, sur la scène canadienne, dire à peu près
tout ce que tu veux et faire à peu près tout ce que tu veux comme politicien. Tu peux critiquer à droite, à gauche, Bref, tu fais tes affaires. On ne sera pas toujours d'accord, etc. C'est normal, c'est ça la politique. Mais là, de sortir des frontières du Canada pour dire que la télé nationale, oui, financée par des fonds publics, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas que c'est financé par le fédéral? Il n'y a personne. Mais de dire que c'est un organe de propagande, parce que c'est pas mal ça qui est en train de dire. C'est ça l'argument, oui. C'est que c'est un organe de propagande du gouvernement Trudeau. Ça, là, c'est plus que factuellement faux. Parce que moi, je pense que le gouvernement Trudeau aurait été très heureux que certaines des enquêtes de Radio-Canada ne sortent pas parce que ça lui a fait, ça a fait du mal. Mm-hmm. La couverture de Radio-Canada est honnêtement tout sauf une couverture qui est j'ai envie de dire, pro-gouvernement Trudeau, quoi que ce soit. Franchement, je les ai très souvent entendus critiquer le gouvernement Trudeau. C'est arrivé vraiment très, très, très souvent. Mais sérieusement, quand tu vas à l'étranger, là, ou que tu t'adresses à des gens à l'étranger, que ce soit des gens d'affaires ou que ce soit des politiciens ou autres, tu roules pas dans la farine ton pays comme ça pour le faire passer pour je ne sais trop quoi. Là, aujourd'hui, il y a le monde entier. Il a quelque chose comme 135 millions de followers sur Twitter. Elon Musk, il a tweeté en se moquant de CBC et comme société d'État fédérale canadienne. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui a vu qu'un homme d'affaires américain s'est moqué de notre télé nationale. Mm. Tu sais, je dis ça aucun sens. Je vais dire une chose. Moi, je l'ai vu puis je l'ai compris tout de suite que he's just taking us for a ride, comme on dit en anglais. T'sais, comme tu as dit, il se moque. C'est pas comme c'est une affaire sérieuse que, oh oui, c'est comme le Sputnik en Russie ou le RT en Russie où vraiment, là, le gouvernement, c'est la propagande ou dans bien d'autres pays. Il talonne le Canada puis son premier ministre. Puis évidemment, ça a été causé à cause d'un élu. Du chef de l'opposition à Ottawa. Moi, j'ai compris ça. Peut-être qu'il y a d'autres qui l'ont pas vu. Puis, moi, je l'ai vu à la blague plus que d'autres choses. Et j'ai même ri. Je veux dire, Elon Musk, il niaise encore. Problème maintenant, c'est que qui connaît la politique de Twitter? Moi, je la connaissais pas. Je l'ai lu à cause que CBC est allé la mettre dans son fil Twitter, que dans la politique de Twitter, quand c'est mentionné, où il y a une étiquette que c'est government funded media, que c'est subventionné par le gouvernement, ça veut dire, selon Twitter, que le gouvernement a le droit d'intervenir dans les médias et de faire sa propagande, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas pour CBC. Puis moi, je vais être honnête avec toi, comme je disais tout à l'heure, surtout dernièrement, les dernières années, quand COVID a commencé, où je me questionnais beaucoup sur les articles de Radio-Canada ou de CBC, mais pas juste eux, de tous les médias. Je pense qu'on était tous un peu perdus dans cette histoire-là. Puis, il y avait certains faits qui sortaient, puis on reportait autre chose. Je pense que tout a commencé en ce moment-là. Donc, je vois où et comment Poilievre pense que ce média-là protège le premier ministre. Je ne suis pas à 100% d'accord avec lui, mais je peux dire que moi aussi, des fois, j'ai vu des articles like, come on, man, pourquoi tu ne pousses pas un peu? Là, mais est-ce que ça veut nécessairement dire qu'ils sont biaisés en faveur du premier ministre ou tout simplement qu'on vit dans une autre époque où le journalisme est peut-être plus soft que ce qu'il était? Je ne sais pas. Moi, je suis assez vieux de me rappeler de Peter Mansbridge, puis même avant lui, Lloyd Robertson, de Rome. Est-ce qu'il était à Radio-Canada? Les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent même pas c'est qui ces gens-là, mais on parle de journalistes vraiment intègres.
Aujourd'hui, tu sais, je veux pas juger les journalistes, puis je veux pas critiquer leur travail, c'est pas facile. Et surtout, le contexte politique a beaucoup changé aussi. Avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus accès à plusieurs choses qui se passent, donc on est beaucoup plus influencé aussi. C'était pas comme à l'époque où on lisait l'article, où on écoutait la radio, la télévision, puis that's it. Il y avait comme une nouvelle, puis c'est fini. Maintenant, on a plein d'affaires maintenant, puis n'importe qui peut rentrer, écrire n'importe quoi. Puis... Mais alors, attends, tu sais, si on parle des journalistes, et journaliste, c'est différent, bien sûr, d'un chroniqueur, d'un commentateur. Donc, dans les journalistes par eux-mêmes, là, honnêtement, à Radio-Canada, puis dans d'autres réseaux, là, moi, je pense qu'ils font leur job. En général, je suis d'accord. Bon, on va s'entendre. C'est sûr que dans certains cas de figure, il y a des situations qui ont fait mal un peu à la profession dans l'image, dans la perception. Je te donne un exemple. C'est sûr qu'il y avait eu cette entrevue de Bernard Drinville avec André Boisclair. Une entrevue, puis genre 24-48 heures plus tard, Drinville était candidat pour André Boisclair et le PQ à l'élection de 2007. C'est sûr que aux yeux du public, la perception n'est pas très bonne. Hein, donc, ça fait un peu mal à la profession et aussi à Radio-Canada. À l'époque, il était à Radio-Canada. Puis en plus, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, il y a beaucoup de souverainistes à Radio-Canada, paradoxalement. » Dans ce cas-là, c'était vrai. Il y avait aussi Pierre Duchesne. Je ne sais pas si tu te souviens. Pierre Duchesne, là, moi, je me souviens en plus de lui sur Twitter. Il était à Radio-Canada, là? Ah oui. Puis écoute, il était-tu partisan, là? Ah ben oui. Écoute, là, tu sais, ses tweets, évidemment, il disait jamais rien de clair, mais tu le sentais, que ce soit surtout sur Twitter. C'était fou. Lui, c'était l'un des journalistes les plus actifs sur Twitter, là, tu sais. Et il faisait des topos, etc. Puis il était à l'Assemblée nationale. Et puis pendant la crise étudiante, il en avait mis une double couche ou une triple couche. Et puis, tout le monde se disait, mais lui, il veut-tu se présenter pour le Parti québécois? Puis qu'est-ce qui se passe? Il s'est présenté pour le Parti québécois. Donc, est-ce qu'il y a des histoires de ce genre-là qui viennent tenter un peu ou faire pâlir l'étoile du journalisme, etc., Radio-Canada ou ailleurs? Tu sais, ça peut arriver. Tu sais, ça peut arriver. Mais je veux quand même dire que d'une manière générale, les journalistes font leur travail. Ensuite, là où les gens sont un peu confus, parce que tout le monde ne fait pas la différence entre un journaliste, un reporter, un chef d'antenne, un éditorialiste en chef, etc. Puis, les chroniqueurs, chroniqueuses, les commentateurs, commentatrices, etc., qui, eux, sont payés pour donner leur avis. C'est pour ça qu'ils sont payés. Ils sont payés à donner leur avis. Le journaliste, lui, normalement, il vient, il donne ses avis. Pour être honnête, moi, je ne suis pas un grand consommateur de CBC, plus de Radio-Canada, donc en français. Mais sincèrement, là, à Radio-Canada, il y a quand même de la... Je crois qu'il y a de la rigueur, etc. Là, ensuite, ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde d'entendre certaines choses ou de ne pas entendre d'autres. Mais d'une manière générale, c'est ça. Mais alors, je trouve ça vraiment très cheap de la part d'un politicien qui veut devenir premier ministre du Canada. Je comprends qu'il est en cavale contre les médias d'une manière générale et contre CBC, Radio-Canada en particulier. Mais je trouve que il faut pas affaiblir quelque chose de canadien à l'étranger. Va pas poker, excuse-moi l'anglicisme, Elon Musk pour lui dire « Hey, moi je veux devenir premier ministre du Canada, puis guess what? L'une des principales chaînes de télévision au Canada qui est financée par le gouvernement, moi je pense qu'elle est biaisée puis qu'elle est là juste pour faire le perroquet du gouvernement. Oui, c'est pas vrai en plus. Mais Salim, quand tu dis la principale chaîne, moi j'ai pas les chiffres, mais je serais curieux de voir les chiffres là-dessus là.
pas trop sûr que mais au Québec, peut-être plus, mais au reste du Canada, CBC... Mais non, mais attention, hein, je parle de chaîne canadienne. Ensuite on pourrait parler une heure entière au moins du phénomène qu'on voit au Canada, moins au Québec, mais partout au Canada, où on n'écoute plus les chaînes canadiennes. On n'écoute plus que des chaînes américaines. Les parts de marché de CBC sur le reste du Canada, je pense pas que c'est phénoménal. Ben, si c'était pas phénoménal, à mon avis, Poilièvre s'attaquerait pas. Ouais. C'est parce que s'il considère que ça a un impact parce que ça fait la promotion du gouvernement Trudeau ou quelque chose du genre. Mais sincèrement, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette espèce de politique de la terre brûlée où on a envie de faire des gains politiques en mettant le feu un peu partout. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est très commun ces jours-ci ou les dernières années, c'est quelque chose qui est très... On a vu beaucoup aux États-Unis. C'est américain. C'est pas du tout canadien, honnêtement. Non. Mais, tu sais, comme dans plein d'autres choses, il y a un spillover. C'est un phénomène qui arrive aussi au Canada. La question, parce que politiquement parlant, c'est un gars qui aspire à être premier ministre. Ce move-là, disons qu'il est élu, OK? Puis il arrête le financement de CBC Radio-Canada. En point de vue de ses appuis, est-ce que c'est quelque chose d'intelligent? Est-ce que, il est arrivé à un point où il ne peut pas maintenant reculer. Il a fait tellement un show boucan de cette affaire-là. Demain, si lui est premier ministre, il va devoir faire quelque chose. Est-ce qu'il va couper toute la programmation? Est-ce qu'il va diminuer de façon périodique le financement? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Et politiquement, est-ce que c'est à sa faveur de faire ça? Ben, regarde, moi je pense qu'il veut plaire à sa base, puis sa base, il croit à ça. C'est une base qui a été emportée par le populisme. Oui, mais attention, il y a une base aussi qui se cherche au Québec. Puis je suis pas trop sûr au Québec qu'on est vraiment en faveur. Qu'est-ce que tu veux dire par une base qui se cherche au Québec? Mais il se cherche une base au Québec, lui. Lui, il se cherche. Oui, exact. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il joue un peu sur les mots. CBC, mais pas Radio-Canada, etc. Mais demande-lui d'aller à Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est l'une des émissions les plus écoutées. Oh my God. Mais oui, mais Guillaume Lepage, là, combien de fois tu as entendu Guillaume Lepage planter Justin Trudeau ou tous les gouvernements? Exactement. Puis pas juste tous les gouvernements. Il est très critique. Il est très critique au niveau politique. Non, mais tous les partis politiques. Puis honnêtement, l'émission, c'est une émission le fun, là, qui s'écoute bien. Ensuite, on n'aime pas, chacun ses goûts. Mais normalement, quand tu as envie de devenir premier ministre du Canada, tu veux avoir de la visibilité. L'une des meilleures visibilités à avoir au Québec, c'est le dimanche soir 100%. À Radio-Canada. Ouais. Il irait jamais là. Donc, non, il ne me fera pas croire que sa cavale, c'est contre CBC et tout seul, pas Radio-Canada, sachant que c'est la même maison et qu'ils ont à peu près les mêmes critères, si ce n'est pas les mêmes critères journalistiques, etc. Là. Fait que, attends, mais je vais juste te dire une chose. On est en droit, dans une société comme la nôtre, de se dire mais tel média, il a telle orientation ou telle orientation, il a une ligne éditoriale. Oui, bien sûr. Écoute, même quand tu vas dans d'autres pays démocratiques, tu vas en France, par exemple, il y a des journaux, on le sait, c'est des journaux plus à droite, d'autres qui sont des journaux plus à gauche, etc. C'est fréquent aux États-Unis, en Angleterre, partout ailleurs au Canada. Mais il y a une différence entre ça, puis dire c'est public, donc c'est là pour faire la promotion de Trudeau. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je veux dire, on a besoin, on a le droit, on mérite au Canada d'avoir des partis politiques et des politiciens de grande qualité parce que, dans le fond, nos vies dépendent de ça. Là. Ils montent les impôts, baissent les impôts, nous permettent de créer un environnement où on peut gagner notre vie ou pas, etc. Fait que c'est très important pour nous, pour notre démocratie, etc.
moi, j'aimerais ça que les politiciens se débattent sur des idées et que le meilleur gagne. Mhm. Mais sérieusement, commencer à dire de Trudeau qui contrôle la CBC ou que CBC fait la promotion de Trudeau. Alors que c'est même pas vrai. Honnêtement, je l'écoute, moi. Puis combien de fois je me dis, OK, ils sont quand même critiques, là, tu sais, pas mal, beaucoup. Tu sais, non, il n'y a pas... Il n'y a pas d'ingérence là-dedans. Là. Franchement. Puis honnêtement, en plus, j'ai été attaché de presse à l'intérieur d'un gouvernement. J'ai dealé avec beaucoup de journalistes, etc. Puis oui, il y avait des journalistes que j'aimais plus que d'autres. Oui, il y avait des journalistes que je trouvais un petit peu biaisés. Mais jamais j'ai pensé que c'était parce que c'était financé par l'État ou parce que ça appartenait à tel consortium ou à tel... Non. Il faut arrêter, là. Tu sais, à un moment donné... Excuse-moi, j'étais un peu passionné là, par ça parce que je trouvais juste ça un peu plate qu'on fasse de la mauvaise publicité au Canada sur Twitter avec un milliardaire non canadien qui se moque comme ça du Canada. Moi, je trouve ça nul et que l'origine de ça vienne d'une personne qui pourrait très bien devenir notre premier ministre dans quelques mois ou dans quelques années, je trouve ça plate. T'sais. Bon, on va mettre un point là-dessus. Oui. Merci encore une fois tout le monde de nous écouter. Et on vous rappelle encore d'aller vous abonner. Allez vous abonner à YouTube. On est maintenant aussi sur Facebook. Ça va super bien. D'ailleurs, merci beaucoup pour les commentaires de notre dernier épisode avec Madoua Nika. Une excellente discussion qu'on a eue avec elle. Une femme brillante qui certainement a sa place dans l'Assemblée nationale du Québec. Donc, merci pour tous les commentaires. Sur toutes les plateformes audio où vous aimez écouter vos podcasts, on est là aussi. That's it. On vous voit au prochain épisode. Ciao tout le monde. Bye bye.